Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur la nouvelle du décès du commandant algérien des forces navales Malek Nessib. Nous nous intéresserons ensuite au 5e round du dialogue intermalien à Alger. À l'international, nous irons en Afghanistan, où 26 policiers ont été tués dans un attentat suicide par les talibans. Nous irons ensuite en Égypte, où le général El-Sisi a demandé une action militaire internationale contre Daesh en Libye. Enfin, nous finirons avec de la santé et l'annonce d'innovations scientifiques pouvant aider l'économie nationale ainsi que le domaine de la santé humaine. Nous débutons ce journal avec l'actualité nationale et le décès du commandant des forces navales à Paris à l'âge de 64 ans. Il incombe à l'Algérie d'adopter une stratégie de sécurité et de sûreté maritime face aux multiples formes de dangers dans les espaces maritimes dans le monde. C'était la philosophie du général-major Malek Nessib, décédé ce mardi à l'aube dans un hôpital parisien. Le général-major Malek Nessib est né le 4 janvier 1951 à Chefia, daïra de Boutelja, dans la wilaya d'Al-Tarf, dans une famille de révolutionnaires. Il a rejoint les forces navales en 1971 comme élève officier. Après de brillantes études en Algérie, Feu Malek Nessib a quitté le pays pour compléter sa formation dans le commandement d'opérations en Italie, en Grande-Bretagne et en Russie. Feu Malek Nessib fut distingué par la médaille de mérite et de l'honneur de l'armée nationale populaire. Depuis sa nomination par le président Abdelaziz Bouteflika au poste de commandant des forces navales en 2005, Malek Nessib n'a eu de cesse de repenser en intégralité les missions de la marine algérienne. Après sa disparition, l'Algérie vient de perdre l'un de ses enfants les plus dévoués. L'enterrement aura lieu le mercredi au cimetière d'El Alia. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. À Alger, lors de l'ouverture du 5e round du dialogue intermalien, le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a appelé ce lundi un accord de paix durable sur la base du projet d'accord soumis par la médiation, en l'occurrence algérienne. Avec la reprise du dialogue intermalien inclusif, M. Diop a annoncé que cet accord de paix sera durable s'il y a une prise de conscience collective de sa nécessité. Selon lui, la base la plus sûre pour parvenir à la paix est le document déjà existant, tout en ajoutant qu'il est important que ce document puisse être enrichi, mais aussi que nous puissions dépasser aujourd'hui la phase de départ pour aller vers la phase de décision que nous devons prendre. Abdoulaye Diop a également exhorté les groupes politico-militaires du nord du Mali afin de trouver une solution aux négociations entamées en juillet 2014, conformément à la feuille de route signée lors du premier round de ce dialogue intermalien. De leur côté, les groupes politico-militaires du nord du Mali semblent être sur la même longueur d'onde. En effet, selon Harouna Touré, chef de la délégation des mouvements signataires de la plateforme d'Alger du 14 juin 2014, il estime qu'ils sont prêts à assurer leurs responsabilités avec courage avant d'ajouter que la meilleure solution est celle d'un accord politique global et inclusif. Concernant maintenant Bilal Ar-Sherif, président de la coordination des mouvements de l'Azawed, signataire de la déclaration d'Alger du 9 juin 2014, le gouvernement malien et les autres partis doivent faire preuve de sérieux pour prendre des décisions décisives devant conduire à la paix. Sur le sujet du terrorisme, l'Algérie a condamné fermement et avec la plus grande vigueur le massacre commis par l'organisation terroriste Daesh contre 21 coptes égyptiens en Libye. M. Lamamra a estimé que le développement dangereux enregistré en Libye nous interpelle à l'effet de consentir davantage d'efforts pour encourager les Libyens à s'engager dans le dialogue. Le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas commenté la riposte égyptienne, comprend sans doute que les choses n'ont pas évolué dans le sens de l'apaisement en Libye. L'Algérie rappelle sa ferme position et son refus constant du terrorisme sous toutes ses formes et appellations et réitère son appel à la communauté internationale tout entière à concerter des efforts pour faire face à ce fléau et mettre fin à la série de crimes abjects qui reflètent la barbarie et la sauvagerie de leurs auteurs, ajoute le communiqué des Affaires étrangères. L'Algérie réaffirme son engagement à poursuivre les démarches avec les pays voisins et les acteurs internationaux pour parvenir à une solution politique de la crise libyenne qui garantisse le retour de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère et favorise l'édification d'un État avec des institutions fortes et capables de relever les défis, y compris en ce qui concerne l'éradication du terrorisme et toute forme d'extrémisme. À la veille de la journée du Shahid qui se tient chaque 18 février, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a affirmé ce mardi que la véritable bataille de la jeunesse algérienne est celle qui doit mettre fin au sous-développement et dans laquelle elle saura faire face aux bouleversements violents
qui secoue de nombreuses parties de notre monde. À la veille de la journée du Shahid, le président Abdelaziz Bouteflika s'est exprimé en déclarant « De même que nous avons pu vaincre par le passé la tyrannie de l'occupant en opposant un front uni à l'ennemi, nous sommes en mesure aujourd'hui de relever les défis qui se posent à nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce à notre détermination et notre volonté. » Il a également salué la mémoire de tous ceux qui sont morts pour l'Algérie et qui ont placé l'intérêt suprême du pays au-dessus d'eux-mêmes. Dans cette même déclaration, il a ainsi exhorté les jeunes Algériens à construire leur avenir en s'imprégnant de l'histoire de l'Algérie, en déclarant « L'Algérie qui a fortifié son unité et consacré son indépendance grâce à de grands sacrifices est en mesure d'ancrer dans l'esprit des générations qui se succèdent la volonté renouvelée de défendre avec ardeur ce précieux acquis, non par le simple fait de glorification, mais aussi et surtout par la consécration du concept de patriotisme global et l'attachement aux valeurs pour mener le pays sur la voie de la modernité. Dans un cadre de démocratie et de justice où seront préservées la dignité, la liberté et les droits de tout un chacun. » Enfin, il a conclu en mettant en garde les nouvelles générations contre les diverses influences qu'elles pourraient subir, en les appelant à une unité nationale, chapeautée par nos valeurs propres, mais aussi par notre religion. Nos jeunes ne doivent pas se laisser entraîner par les voix qui veulent remettre en cause les acquis et réalisations du pays tant par le passé que présentement. Ils ne doivent pas non plus, pour quelque motif idéologique ou politique que ce soit, succomber à l'illusion car l'Algérie, par la grâce d'Allah, est fortement attachée à ses principales composantes identitaires, avec à leur tête l'islam. En Algérie, M. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidines, a annoncé l'organisation d'un séminaire international au mois de mai prochain pour la criminalisation du colonialisme et la mise en évidence des souffrances du peuple algérien, tout en signalant que l'Algérie n'a récupéré que 2% des archives de la période coloniale. Le ministre a souligné à ce propos l'installation d'une commission chargée des préparatifs de cette rencontre en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. La conférence, qui coïncidera avec le 70e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, sera une occasion pour démontrer au monde entier les atrocités commises par le colonialisme français en Algérie, a indiqué M. Zitouni au forum de la chaîne 1 de la radio algérienne. Les archives authentiques de l'ère coloniale se trouvent en Algérie et par conséquent, la France ne peut nier toutes les atrocités faites aux Algériens pendant la période coloniale, tout comme elle ne peut nier la mort de 40 000 Algériens suite aux 17 expériences nucléaires menées dans le Sahara et la destruction de 8 000 villages du fait des plans Chal et Maurice, a-t-il poursuivi. Il a précisé que les archives de la Révolution remises par la France est considérées comme un bien et un droit de l'Algérie, ne dépassant pas les 2%, affirmant que la France n'était pas prête à restituer les archives. Sur le plan international maintenant, en Afghanistan, on apprend que mardi après-midi, 26 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré par des kamikazes talibans à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale afghane. Cet attentat intervient en réponse aux opérations menées par l'armée afghane lundi soir. C'est l'une des attaques les plus meurtrières en Afghanistan depuis le départ des troupes de l'OTAN fin décembre. Selon les premiers éléments dévoilés, au moins 26 policiers ont été tués dans cet attentat suicide perpétré par plusieurs kamikazes talibans à Pouli Alam, à 65 km au sud de Kaboul. Cette attaque survient au lendemain de l'opération menée par l'armée afghane dans les 4 districts de la province du Helmand, fief des talibans dans le sud du pays. Selon les déclarations du ministère de la Défense afghane, 76 talibans auraient été tués au premier jour de cette opération lundi. Ces opérations s'étendent également aux provinces voisines de Kandahar, de Farah et de Rouzgan. Le commandant des troupes locales a également ajouté que cette opération est entièrement exécutée et organisée par l'armée afghane. Direction l'Égypte, où après une première opération militaire aérienne en Libye, le président El-Sisi demande une réponse militaire internationale au lendemain de l'assassinat de 21 coptes égyptiens. Après la mort de 21 Égyptiens coptes assassinés par un groupe se revendiquant de l'État islamique en Libye, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi réitère son appel à une intervention militaire internationale dans le pays. Le Raïs estime mardi que nous devons travailler ensemble pour battre le terrorisme. Déstabilisée après la mort de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue aujourd'hui un repère de djihadistes, dont certains ont fui le Sahel après les interventions militaires françaises. Lorsque la situation en Libye s'est détériorée, nous avons dit qu'il y aurait un très grand danger sur la sécurité et la stabilité, a rappelé Abdel Fattah el-Sisi, qui ajoute que ce danger ne pèse pas uniquement sur les Libyens, mais aussi sur les voisins et les Européens. Au Liban, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a appelé ce lundi soir à une unité des États arabes à s'engager militairement contre l'organisation terroriste Daesh, tout en indiquant que ses propres troupes sont déjà au front en Irak.
Dans un discours retransmis sur grand écran dans la banlieue sud de Beyrouth, le numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a répondu à ses détracteurs qu'il a invité à retirer ses troupes de Syrie, lesquelles combattent côte à côte avec les hommes de Bachar el-Assad contre l'organisation terroriste Daesh. Hassan Nasrallah est même allé plus loin dans son argumentaire en annonçant que ses troupes étaient actuellement présentes en Irak, toujours en combat contre cette même organisation terroriste. Il a ainsi exhorté les États arabes à combattre ce fléau en considérant que Daesh salit l'image de l'islam et qu'elle lui a causé préjudice comme jamais dans l'histoire. Le chef du Hezbollah est également revenu sur l'assassinat en Libye de 21 chrétiens égyptiens, qualifiant cette boucherie d'un crime odieux et barbare qu'aucun cœur et conscience ne peuvent supporter. Toujours dans ce même discours, il a insisté sur l'unité des peuples arabes pour combattre l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi, laquelle sert selon lui les intérêts d'Israël, qui est le seul pays au monde qui ne considère pas Daesh comme un danger. Il a mis en garde les peuples arabes contre les desseins de la coalition internationale menée par les États-Unis en Irak, qui, selon lui, ne souhaite pas réellement détruire cette organisation terroriste. En Centrafrique, le sommet africain de Yaoundé s'est terminé hier. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis pour tenter d'élaborer une stratégie commune afin de lutter contre le groupe terroriste Boko Haram dans le but de le mettre hors d'état de nuire. Les dirigeants des pays d'Afrique centrale ont convenu lundi lors du sommet extraordinaire à fournir une aide d'urgence au Cameroun et au Tchad. Une aide évaluée à 100 millions de dollars pour combattre Boko Haram. Dans son discours d'ouverture du sommet, Idriss Déby, président tchadien et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a dit vouloir au terme des travaux de Yaoundé des actions immédiates et concrètes. Ce sommet extraordinaire s'est déroulé dans cet esprit avec pour principale annonce l'activation pour la première fois du pacte d'assistance mutuelle et de solidarité qui lie les pays de la CEEAC. Un fonds d'urgence à reverser au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre a ainsi été arrêté. Outre ces financements, les chefs d'État et chefs de délégation ont convenu de divers appuis en équipement militaire et logistique à affecter aux deux pays déjà engagés dans la guerre contre Boko Haram, mais aussi d'actions à portée sociale et de développement en direction des localités et des populations exposées à la menace djihadiste. Toujours sur le même sujet, on apprend que lundi soir, 86 combattants de Boko Haram et 5 militaires camerounais ont été tués lors d'une opération de ratissage menée par l'armée camerounaise dans la région de Ouaza, au nord du Cameroun. Le colonel Didier Badjek, responsable de communication du ministère de la Défense, a également indiqué avoir récupéré un véhicule blindé appartenant aux terroristes et en avoir endommagé un autre. En Europe, sur la question ukrainienne, les dirigeants allemands, russes et ukrainiens ont décidé de mesures concrètes pour permettre aux observateurs de l'OSCE de surveiller le cessez-le-feu sur le terrain, a annoncé mardi Berlin. Les trois dirigeants se sont mis d'accord sur des mesures concrètes pour permettre à l'OSCE de surveiller la situation sur le terrain, alors que l'accord de Minsk prévoit le début de retrait des armes lourdes à partir de mardi 17 février, annonce un communiqué du gouvernement allemand. Des observateurs de l'OSCE chargés de surveiller le cessez-le-feu n'ont pu pénétrer dans Debaltseve en raison des hostilités en cours et le retrait des armes lourdes n'avait toujours pas débuté. Les responsables du gouvernement de Kiev et les rebelles se sont accusés mutuellement d'être à l'origine des attaques qui les empêchent de retirer chars, lance-roquettes et artillerie lourde de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Les mesures annoncées par Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko non détaillées ont été décidées lors d'un appel téléphonique de la chancelière aux deux présidents lundi soir. Retour en Algérie maintenant avec de la santé. Hafid Aourag, directeur de la recherche scientifique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, a annoncé ce mardi matin à la radio chaîne 3 de nouvelles solutions permettant d'augmenter l'exploitation du secteur de l'agriculture ainsi que des innovations permettant de prévenir le risque de maladies sur les territoires algériens. Hafid Aourag, directeur de la recherche scientifique, a annoncé ce mardi matin avoir des capacités et des solutions globales pour booster le développement économique du pays. Partant du postulat que l'agriculture en Algérie est un des domaines majeurs du développement économique, il annonce que son département a mis en place des plateformes de phénotypage à haut débit, lesquelles permettront de produire tout type de semences in vitro adaptées au climat national. Il prend pour exemple la capacité de production d'1 million de plants de palmiers dattiers. Les répercussions économiques de ce type de technologie permettraient d'enrayer la fluctuation des prix de fruits et légumes, d'assurer une sécurité alimentaire, de permettre la création de près de 50 000 emplois et bien entendu de réduire les factures d'importation de produits de potager. Sur le domaine de la santé maintenant, il déclare que son département a également développé des techniques pouvant mettre en place un type de médecine personnalisée qui pourrait prévenir les types de maladies les plus récurrentes sur chaque Algérien, en séquençant leur génome.
Il souhaite ainsi développer un type de médecine plus préventif que curatif. Enfin, il indique que si ce type de technique est avalisé par le gouvernement, l'Algérie deviendrait ainsi le 4e pays du monde à développer ce type de médecine futuriste. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.